Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française, Libre Journal de la vie française, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Philippe Forbrac. Bonsoir Bonsoir Laurent. Philippe. Comment allez-vous ? Très bien, mon cher Philippe. Je suis très heureux de vous retrouver enfin dans nos studios. Donc, je rappelle à nos auditeurs, Philippe Forbrac, quand même, meilleur sommelier du monde, meilleur ouvrier de France honoraire et propriétaire d'un bistrot où je vous invite vivement à aller. Franchement, si je passe une soirée, je m'adresse à la technique derrière moi. Une soirée top. Ah, franchement, on a passé d'excellentes soirées. C'est vrai. Le bistrot du sommelier à Paris, boulevard Haussmann, c'est un endroit vraiment génial. Et Merci. à ma gauche, eh bien, j'ai Sarah. Bonsoir ma chère Sarah. Bonsoir. Alors, Sarah Gentil, c'est une de mes étudiantes, figurez-vous, mes chers auditeurs. Une de mes étudiantes, je dirais que c'est, allez, une des surdouées de la classe, on va dire. Voilà, je dis une des pour pas me mettre toute la classe à dos. Voilà, qui doit écouter ce soir. Alors, écoute, ma chère Sarah, c'est toi qui vas commencer par ouvrir les hostilités Avec en plaisir. présentant Philippe. Avec plaisir. À Donc nos déjà, auditeurs. du coup, bonsoir à vous. C'est un honneur d'être Bonsoir, avec Sarah. vous aujourd'hui. Philippe Forbrac, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est l'une des plus grandes figures de la sommellerie française et internationale. Donc, vous êtes né en 1960 à Marseille. Vous êtes formé d'abord à la cuisine, puis à la sommellerie. Vous faites partie de ceux qui ont contribué à faire évoluer le métier vers plus de reconnaissance, de pédagogie et d'exigence. Donc, en 1984, à seulement 24 ans, vous êtes donc le meilleur jeune sommelier de France et vous fondez à Paris le Bistrot du Sommelier. C'est un restaurant pionnier, pensé dès l'origine comme un lieu centré sur le vin et les accords mets et vins, explorant les vignobles français et internationaux. Vous êtes sacré meilleur sommelier de France en 1988, puis meilleur sommelier du monde en 1992 à Rio. Un titre qui vous installe durablement parmi les références mondiales du vin. Donc, au-delà de vos concours, vous jouez un rôle structurant pour la profession. En effet, en 2000, vous participiez à la création et au développement du concours du meilleur sommelier, meilleur ouvrier de France, option sommellerie, et vous en assurez la précédence depuis l'origine. Faudrait que vous nous rappeliez l'histoire que je trouve vraiment délicieuse de ça. On en reparle. Ouais. Et d'ailleurs, il est raconté qu'à l'occasion... T'as pas le droit, J'ai pas le interdit. droit. Eh C'est ben, lui qui doit raconter. Je zappe, je vous laisserai le plaisir de nous raconter cela. Donc, ensuite, en 2015, vous recevez le titre de meilleur ouvrier de France honoris causa en reconnaissance de l'ensemble de votre parcours. Donc, vous êtes ensuite président de l'Union de la sommellerie française de 2016 à 2023 avant de passer le relais à Fabrice Sommier. Donc, vous siégez dans des instances majeures comme l'INAO, donc c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. Vous participez à la commission du classement de Saint-Émilion et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur la dégustation et les accords mets et vins. Donc, enfin, le 1er janvier 2026, vous êtes sacré chevalier à la Légion d'honneur en reconnaissance... Il était temps. Enfin, vous êtes sacré et du coup en reconnaissance de votre parcours et votre maîtrise incroyable. Donc on a avec nous une figure absolument incroyable du vin français et international, donc j'en suis extrêmement ravie. Eh bien, chers auditeurs, avec Philippe Forbrac, nous allons parler du vin, évidemment, de l'avenir du vin. Est-ce que le vin français a encore un avenir ? Parce qu'on voit bien qu'il ne va pas bien du tout dans la région de Bordeaux. Beaucoup de propriétaires ferment, certains, plantent à la place des oliviers. Voilà, réchauffement climatique oblige. Et puis, nous avons Vinexpo qui est très bientôt. Mais, comme l'a dit Sarah, mon cher Philippe, j'adore cette anecdote De la création du concours du meilleur ouvrier de France sommelier. Oui, c'était en 97. Je me retrouve à l'Élysée. J'allais dire une fois de plus, je n'exagérons rien, mais ça m'arrive d'y aller de temps en temps. Il y a des cérémonies qui nous amènent à nous y rendre. C'est une maison qui est ouverte aux Français. Hein. Bien sûr. Et donc, j'ai été invité pour la remise des insignes meilleur ouvrier de France. Et la sommellerie n'existait pas. Et à la fin de la cérémonie, je me balade dans le jardin avec certains confrères et je vois arriver vers moi Jacques Chirac et Paul Bocuse. Et Bocuse me présente au président Chirac en disant « Monsieur le Président, je présente Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, enfin, etc. » Et Chirac dit « Mais sommelier, il n'y a pas encore de meilleur ouvrier de France, sommelier. » Et Bocuse dit « Si, c'est lui d'ailleurs le président. » J'étais Comme ça, moi, j'avais une autre histoire. Ouais. Ni de rien. Et donc, je deviens effectivement le président fondateur du concours du meilleur de France, adobé par Paul Bocuse et Jacques Chirac. C'est quand même parmi les anecdotes liées à ce moment un petit peu particulier. Et alors, donc, en vérité, Bocuse avait l'idée de pousser à la création de ça. C'est pour ça qu'il a dit ça ou alors c'est un coup monté des deux ?
Non, c'est pas un commenter les deux. Je pense que Bocuse avait ça aussi en tête, parce qu'on se connaissait bien. On avait déjà fait pas mal d'événements en triant des archives récemment. Je suis retombé sur des soirées que nous avions faites à New York, à Lyon ou ailleurs, ou à Tokyo. Et il nous avait associés déjà comme sommelier à cet homme d'événements avec les meilleurs rues de France cuisiniers. Donc je pense qu'il avait ça en tête. Et puis après, il y a l'à-propos de Bocuse qui était quand même incroyable. Extraordinaire. Il y a toujours le mot qu'il fallait, la réaction qu'il fallait, comme si c'était évident. Et donc ce jour-là, c'était évident qu'il fallait le dire au président Chirac, et c'était évident que c'était sur moi que c'est tombé, et finalement, extraordinaire. En tout cas pour tous les deux. Ouais. Alors, moi, je voudrais parler un tout petit peu du bistrot du sommelier, parce que, chers auditeurs, si vous voulez passer, je l'ai dit, un moment délicieux, il faut aller là-bas. Il faut également demander quand même aux propriétaires si on peut aller faire un tour dans les caves. Prendre l'apéritif dans, j'ai bien dit, les caves, parce qu'il y a... C'est vrai. Il y a 2 niveaux de caves, c'est ça ? Il y a 2 niveaux, il y a des petits caveaux. Il y a des petits caveaux aussi. C'est un peu incroyable parce que c'est une sorte de pas de chemin initiatique, mais de parcours gourmand finalement. C'est ça. Du sommelier. La façade au 97 Boulevard Haussmann, elle est on s'y attend pas. Elle oui. On rentre dans un univers finalement. Oui. Et dans cet univers-là, il y a la salle, la cuisine, les salons et les caves, effectivement. On peut y passer un moment, un certain temps, admirer les bouteilles, mais surtout goûter effectivement quelques-uns de ces crus. Et découvrir des choses pas possibles. Comme Philippe un jour qui m'a fait découvrir un vin de Polynésie, de Tahiti, voilà, de Polynésie. C'est intéressant. Oui, sur l'atoll de Rangiroa, c'est sûrement l'un des vignobles français les plus incroyables, même si sur l'île de la Réunion, notamment dans le cirque de Sillaos, on y produit aussi un vin assez lunaire quelque part. Mais c'est encore plus surprenant à Rangiroa. On s'attend plus à voir des raies, des requins et des dauphins, etc., que de la vigne. Mais effectivement, il y a ce vignoble qui existe, le fameux vin de Tahiti. Voilà, et donc on peut découvrir des perles. On découvre de toute façon, quand on vient chez vous, forcément, on découvre des perles. Et puis, donc vous l'avez dit, c'est comme un chemin. Donc, après, il y a la partie restaurant. Et après, qu'est-ce qui se passe, mon cher Philippe, qui aime chanter, qui chante si bien ? C'est gentil. Je trouve que l'univers de la restauration, de la gastronomie, c'est un univers de la convivialité. Et surtout, quand on prend le prisme du monde du vin. Le vin, c'est la rencontre, c'est l'échange. Et alors, je ne dis pas qu'on boit beaucoup et qu'on chante à tue-tête. Non, c'est pas du tout ça, par contre. L'esprit, c'est de découvrir des choses, comme on le précisait. C'est de vivre un bon moment en gardant la maîtrise de soi. Tout à fait, et c'est toujours raisonnable. Absolument. Et se lâcher peut-être un peu, ne serait-ce que dans l'after du bistrot du sommelier, où j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis qui aiment chanter. Et du coup, je chante avec eux de temps en temps. Je chante de temps en temps sans eux. Enfin, voilà, quoi. Et j'aime chanter parce que je trouve que le chant, c'est à la fois un message. Les vibrations de la voix chantée sont différentes de la voix parlée. Elles amènent aussi une émotion particulière. Et j'aime cette relation particulière qu'amène la chanson. À la fois par les textes, j'aime beaucoup, je ne chante pas pour faire de la musique, quelque part, je ne suis pas musicien, mais je chante peut-être pour faire passer, entre guillemets, certains messages. Et en tout cas, j'essaie d'interpréter au mieux des textes qui m'ont marqué, pour pouvoir faire en sorte de toucher les gens, ou en tout cas d'échanger avec les gens. Absolument. On a déjà une émotion avec le vin, on a une émotion encore qui se prolonge. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté convivial, c'est-à-dire on pourrait se dire, oh là là, c'est le bistrot du meilleur sommelier du monde, etc. Et ça va être très... Non, on arrive là, justement, j'allais dire, si vous me permettez, on passe une soirée entre amis, quoi. C'est ça, c'est vraiment l'esprit. Ouais, voilà, c'est ça qui est vraiment sympa. Donc, la cuisine est bonne, évidemment. On l'a compris qu'on a affaire à quelqu'un qui est passionné de gastronomie, avant tout. Puis après, qui s'est tourné vers le vin. Et du coup, on a vraiment... Voilà, moi, je dirais que c'est la France, là-bas. Voilà, c'est la France qu'on aime. C'est la France du terroir. C'est la France des terroirs. Oui, c'est la France des copains. Absolument, ce sont à la fois des valeurs, en même temps des rencontres, en même temps alors certaines visions peut-être de la France, mais celle
dans lequel je pense que les gens ont intérêt à se parler, ont intérêt à communiquer, à échanger, à partager, ne serait-ce que pour mieux se rencontrer eux-mêmes d'ailleurs. J'aime beaucoup la phrase de Claudel qui dit que le vin c'est une rencontre avec à la fois le terroir nourricier et la terre. Hein. C'est à la fois la rencontre avec les autres, parce que quand on ouvre une bouteille on la partage, on goûte rarement un bon vin entre guillemets seul dans son coin. Mais c'est aussi une rencontre beaucoup avec soi-même. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est capable de faire, vers quel chemin ça nous amène, etc. Et cette rencontre avec soi-même, elle est finalement très importante. Et la gastronomie, le vin, comme l'amitié, comme la chanson, comme la musique, etc., sont des éléments qui y contribuent. Alors, mes chers auditeurs, si vous voulez aller au bistrot du sommelier de Philippe Forbrac, Philippe, vous nous rappelez l'adresse, s'il vous plaît ? Oui, c'est au 97 boulevard Haussmann à Paris, dans le 8e arrondissement. 97 boulevard Haussmann. Et alors, pour chanter, c'est tous les soirs ? Non. Souvent, c'est le vendredi. C'est le vendredi, plutôt. Henri du Vigneron. Mais après, c'est celui du vigneron, d'ailleurs, le vendredi. Absolument. Voilà. Elle a bien travaillé son sujet, ma chère Sarah. Au vigneron qui redémarre début mars, parce que janvier, c'est fini. Mais oui, bien sûr. Février, les dates sont un peu compliquées avec différents événements et les vacances scolaires. Mais à partir du 3 mars, vendredi 3 mars, il y a quasiment une série de vendredis qui se prêtent à venir faire la fête au bistrot du sommelier. Bon, alors, vous avez noté, chers auditeurs, on rappelle encore l'adresse, s'il vous plaît ? 97 boulevard Haussmann. 97 boulevard Haussmann, le Paris. bistrot du sommelier. Absolument. Voilà, que vous trouverez évidemment facilement sur Internet. Alors, ma chère Sarah, je sais que tu as prévu un certain nombre de questions. Exactement. Donc pour en rester pour l'instant sur votre restaurant, une première, comme on parle aussi de vins internationaux, je me posais la question si vous vendez, en tout cas proposez, une part importante de vins internationaux dans votre restaurant, ou alors c'est le vin français qui garde quand même l'impact le plus important au niveau des ventes, au niveau des propositions. Alors, on a à peu près pas loin de milliers de références à la carte. Et dans la cave ? Dans la cave un peu plus, mais disponible à la carte en tout cas à peu près un millier de références. Il y a pas loin d'une centaine de références qui viennent, j'allais dire, hors France. Ce qui représente environ un peu plus de 30 pays différents. Avec des vins, effectivement, des pays classiques qu'on peut imaginer, l'Italie, l'Espagne, le Portugal par exemple, la Grèce, mais aussi la Suisse, l'Allemagne. On a des vins du Luxembourg, on a des vins... Au Luxembourg, ils font du vin ? Oui, bien sûr. Dans la vallée de la Moselle, il y a de très jolis vins. On a des vins anglais et l'Angleterre produit aujourd'hui quelques vins effervescents assez pertinents. Pierre-Emmanuel Tétinger est allé planter là-bas. Absolument. C'est vrai ? Du Val-le-Roi, Moët-et-Chandon, Tétinger, enfin il y a un certain nombre de grandes maisons. Il fait un truc bien en plus. De Champagne qui s'y sont mis. Donc on a des vins de pas mal de pays différents. C'est une vente un peu marginale. Mais elle a deux intérêts, à mon avis, et deux impacts. Premièrement, on a une clientèle internationale et les gens sont flattés et fiers, et avec justesse, de voir leur vin de leur pays, même si c'est un vin d'Azerbaïdjan ou du Liban, enfin, etc. Je veux dire, les gens sont heureux qu'il y ait leur pays représenté. Et deuxièmement, on a quand même une clientèle d'amateurs de vin qui est très ouvert, et qui nous challenge souvent en disant faites-nous découvrir quelque chose. Ça, c'est la découverte. Nous, les grands vins, on les goûte. On peut les trouver. On a plaisir à goûter, bien effectivement, sûr. un grand Bordeaux, un grand Bourgogne, un grand Vin du Rhône, etc. Et on veut bien, mais en parallèle ou en plus, faites-nous goûter quelque chose, faites-nous plaisir. C'est ça souvent que j'ai entendu. Faites-nous plaisir et faites-nous découvrir quelque chose. Et donc on a comme clé de ce plaisir, de cette découverte, la possibilité de les amener voyager un peu partout dans le monde. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Autre question du coup par rapport à votre carte du vin, tant qu'on y est, enfin des vins, comment vous arrivez à arbitrer entre du coup les grands domaines et les vignerons plus émergents, on va dire au niveau de leur part, et peut-être également au niveau de la gamme de prix sur votre carte. Donc je suppose qu'il y a des vins plus ou moins accessibles. Voilà, comment vous arrivez à arbitrer toute la différence au niveau de votre carte? Alors en effet, c'est un grand écart au niveau des prix, parce qu'on a des vins à partir de 30 € la bouteille, on a des vins jusqu'à 20 000 €. Ouais. Donc effectivement, c'est lequel, 20 000 € par exemple? Les collections de Romanée Conti. Ah oui, Romanée, d'accord, ok. Ouais. On en parlait. Et donc voilà, donc le grand écart est là. Après, les gens sont assez ouverts à, je le disais tout à l'heure, à la découverte. Et moi, dans mes choix, je
privilégie pas les petits domaines inconnus, etc., plutôt que les grands. J'essaie de trouver un équilibre entre tout ça. D'accord. Clairement, les grands vins, avec la notoriété qui leur convient, sont plus chers, donc on les vend moins. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle un peu le fond de cave de la maison, et ils sont là, C'est obligé d'être là référence. pour, parce qu'il faut l'avoir. Absolument. Mon plaisir, bien entendu, au quotidien, c'est plutôt de découvrir des petits domaines, de laisser la chance à un certain nombre de producteurs d'avoir une tribune. Et nous, on est effectivement les ambassadeurs de ces domaines-là. Mais sans négliger la possibilité de vendre un grand nom et de faire plaisir aux gens sur une belle étiquette. Mais on a vraiment les deux qui cohabitent. Et en tout cas, un producteur inconnu qui m'appelle en me disant, voilà, on aimerait bien vous faire goûter notre vin. Je lui ouvre aussi grandement la porte qu'un grand domaine qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'aimerais bien me faire goûter mon dernier millésime, etc. Il est le bienvenu, mais un domaine pas connu et qui a sûrement encore plus besoin de moi que peut-être d'autres domaines, il est bien entendu le bienvenu. Alors, mon cher Philippe Forbrac, qu'est-ce que le meilleur sommelier du monde a découvert récemment en vin français et en vin étranger qu'il a envie de nous faire partager? Alors, dans les vins français, il y a pratiquement dans toutes les régions des choses intéressantes. J'avoue que dans la Loire, par exemple, il y a des vignobles assez pertinents et qu'on découvre ou qu'on redécouvre. Muscadet, par exemple, est une jolie appellation. Ah, c'est amusant. Je ne pensais pas ce soir. Vous êtes peut-être toujours là pour me surprendre. Il y a des vins qui aujourd'hui sont assez bluffants. Dans la Loire, toujours, alors c'est peut-être un peu plus connu, mais sur le cépage chenin, sur Saumur, il y a des vignerons qui font des choses incroyables. Ouais, mais alors, Muscadet, franchement. Et Muscadet aussi. Hein, il y a des progrès. Il y a des progrès. Le domaine Bonnet-Hutto, par exemple, pour citer un exemple d'un coup de cœur récent. Pourtant, les cépages ne sont pas fabuleux. Vous n'avez pas l'air convaincu. Le cépage, parce qu'en Muscadet, il n'y a qu'un cépage. C'est le melon, le melon B, le melon, qui est de mieux en mieux travaillé, avec non plus le Muscadet de comptoir qu'on a connu, etc., mais vraiment des Muscadets plus de gastronomie, avec un effet terroir et notamment une minéralité qui s'affirme. Quand on est sur des géologies particulières comme à Clisson, par exemple, célèbre pour son festival de musique. Et jolie ville, très jolie ville. Une jolie petite commune, et célèbre pour son festival de métal. En plus. Clisson, le Hellfest, mais qui, sur ces sols granitiques, donne une résonance tout à fait particulière à ce cépage qui gagne en profondeur et en minéralité. Donc c'est un bon exemple. Dans Corse, il y a vraiment de très très jolis vins aussi. Je pense aux vins d'Ajaccio, notamment les Ciaccarello. Il ne veut pas citer de nom, pour l'instant il est prudent. Non, mais j'ai cité le domaine Bonnet-Hutto, en Chenin, en Saumur, Guiberto par exemple, qui fait des choses magnifiques, le château de Parnay qui est extraordinaire. Dans les Rouges de Loire, le Clos Cristal, qui est pour moi une des pépites de la Loire, un petit domaine qui a été repris par la cave Robert Massel il y a quelques années. Donc il y a beaucoup de possibilités. En Corse, j'aime beaucoup le domaine Vacelli, par exemple, à Ajaccio. Mais du côté de Patrimonio, par exemple, il y a des vins extraordinaires. J'ai un faible historique pour Yves Leccia, qui fait une cuvée qui s'appelle YL, qui est juste remarquable. Et puis un peu partout en rouge, en blanc, Corse, en blanc notamment. Moi, je privilégie plutôt les blancs de Patrimonio parce que c'est la seule poche calcaire de l'île. Et donc le calcaire donne sur des blancs justement une dimension de fraîcheur, de minéralité tout à fait remarquable. Alors que sur les granites qu'on trouve du côté d'Ajaccio, par exemple, avec le cépage Ciaccarello, on a des rouges tendres en couleur, mais tellement pertinents en goût. Après, j'ai coup de cœur récent rouge, le cépage Carignan, par exemple. C'est un cépage boudé pendant longtemps parce qu'il donnait beaucoup de rendement. Enfin, il peut donner beaucoup de rendement planté en plaine. Et quand je dis beaucoup, à l'époque, on faisait pisser la vigne dans le Languedoc. Ça pouvait aller jusqu'à 200-250 hectolitres à l'hectare. Wow. Alors que les rendements d'AOC aujourd'hui sont plutôt autour de 40-50. Il y a des Carignans, justement, avec des rendements raisonnables, notamment sur le contrefort du Mont Ventoux. Et là, j'ai goûté un Carignan de 1923, planté en 1923, remarquable, le château de Faveran, qui est une petite pépite vraiment à découvrir, en tout cas, à rechercher. Je vais réécouter l'émission après, mon cher Philippe Forbrac, comme ça, pour noter. 2023. C'est un rouge assez exceptionnel. Et à l'étranger?
Alors à l'étranger, il y a aussi pas mal de possibilités. Ouais. Dans les coups de cœur récents, la Grèce, notamment avec des blancs remarquables. Je pense aux blancs notamment de Santorin, avec Oui, le connu. cépage Assyrtiko. Et là, il y a un certain nombre de domaines. Sigalas, par exemple, qui est un de mes chouchous, et j'ai regoûté encore récemment des cuvées de chez eux qui sont juste assez incroyables. En Argentine également, on a l'habitude de goûter des rouges, et notamment des rouges de Malbec. Oui. Privilégié peut-être aujourd'hui, si vous aimez un peu plus la fraîcheur que la puissance, le cépage Cabernet Franc, par exemple. Là-bas. Oui. En Argentine, du côté de Mendoza, il y a un certain nombre de domaines. Pourtant, on doit avoir des vins puissants, mais justement, le Cabernet Franc est un... On va sûrement évoquer l'évolution du climat, le changement du goût de vin, les difficultés qu'on peut avoir les gens de la filière aujourd'hui. Le Cabernet Franc est un joli cépage. C'est un cépage qu'on trouve chez nous du côté de Saint-Émilion, par exemple, en complément du Merlot. On en trouve beaucoup dans la Loire, le Saumur Champigny dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les Saumurs rouges, mais aussi les Chinons, les Anjou, etc. sont faits avec ce fameux cépage. Et alors qu'ils étaient qui donnaient des vins qui avaient un côté un peu végétal, un peu poivron, un peu fougère, un peu mentholé, etc. On a aujourd'hui des Cabernet Francs qui mûrissent davantage, mais qui gardent de la fraîcheur. Et ça, c'est formidable parce que quand on boit du vin d'aujourd'hui et que la tendance est quand même d'avoir des vins qui sont généreux, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on a de la fraîcheur et de l'acidité en fin de bouche, etc., ça donne un côté aérien qui est beaucoup plus digeste. Et donc en monocépage. Par exemple. D'accord. On peut faire des assemblages aussi, mais on peut trouver des Cabernet Francs purs. En Argentine, on peut trouver aussi des assemblages de ce qui est plus habituel. De Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Franc. Mais on a des monocépages Cabernet Franc qui sont, quelques domaines font ça avec beaucoup de pertinence. Alors, mon cher Philippe Forbrac, ça sont des pays qu'on connaît bien, j'allais dire pour leur vin. C'est vrai. On sait que la Grèce, l'Argentine. Mais est-ce qu'il y a un pays que vous avez découvert pour ces vins récemment? Je sais bien que vous avez déjà quelques années d'expérience, mais quand même. La Chine, pour citer un pays qui produit, ça donne quoi? Et notamment dans des endroits un peu inhabituels, par exemple sur les contreforts du Tibet. Planté par des Français en plus. Planté par des Français pour la plupart. Alors, il y a le domaine avec des aides européennes, ce qui est extraordinaire. C'est le vignoble le plus logique, connu de cette partie de Chine et qui est qualitativement parlant considéré comme le meilleur aujourd'hui chinois. Oui. Et le vignoble qui a été développé par le groupe LVMH il y a quelques années, c'est Aoyuyun, qui est effectivement assez remarquable avec un assemblage plutôt bordelais, mais avec un résultat qui est assez bluffant. Après, il y a des pays... Ils sont déjà présents là-bas avec Chandon, déjà depuis longtemps. Absolument. Mais d'accord. Mais ils ont planté là-bas, ils ont compris. Coin, oui. Parce que la partie de Chandon, elle est plantée plutôt côté Mongolie, la frontière avec la Mongolie, dans une grande région viticole. Et là, on est plus excentré encore parce qu'on est vraiment sur le contrefort du Tibet. Et pour y aller, les routes sont pas faciles. Il faut mieux avoir un bon 4x4 pour le coup utile. Parce que ça peut être même dangereux. Et je suppose qu'on vous a sollicité pour aller là-bas, évidemment. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Chine goûter des choses qui m'ont marqué. La Turquie également, dans les pays un peu moins habituels, dans lesquels on va retrouver à la fois des cépages traditionnels de chez nous, mais de plus en plus des cépages locaux, avec des noms peut-être un peu imprononçables, mais en tout cas des cépages locaux qui retrouvent de la pertinence avec l'évolution du climat, parce que c'est vrai que d'avoir mis de la Syrah, par exemple, en Turquie, c'était bien. Sauf que la Syrah aujourd'hui en Turquie, elle est un peu trop mûre, ou elle mûrit un peu trop vite. Et donc il faut calmer l'ardeur généreuse de ce cépage, par exemple, avec des cépages locaux. Et c'est vraiment très intéressant aussi. Et dans les cépages locaux, on peut trouver des choses extraordinaires. Moi, je me souviens d'un voyage en Azerbaïdjan. Un cépage, impossible de me souvenir du nom, mais que j'ai trouvé vraiment... Nous avions trouvé, on est toute une délégation pour contrôler les élections, qui était remarquable. Absolument. L'Arménie, par exemple. Oui, les Arméniens, alors. L'Arménie, il y a de belles choses. Quand on parle de l'Arménie, on se dit, ah bon, on fait du vin. Mais quand on regarde l'histoire... C'est logique avec l'histoire, bien sûr. Noé, c'est
dit-on. Moi, je crois que c'était la Géorgie, l'histoire de Noé. Je pense que c'est sur le mont Ararat. Or, le mont Ararat, c'est l'Arménie. C'est l'Arménie, oui. Et donc, sur les contreforts de ce mont Ararat, il y a des vignobles historiques, avec un cépage local qui s'appelle Arénie. Arénie, Arénie, Arménie, c'est assez proche. Arménie, et donc et qui donne effectivement des vins assez pertinents. Je me souviens d'une petite anecdote à raconter ce soir pour les gens qui nous écoutent. La première fois que Charles Aznavour vient dîner au bistrot du Sommelier, il vient manger et à la fin du repas, il me demande à visiter la cave. Ils avaient bu du Pétrus à table avec les gens avec qui il était. Donc j'ai dit ok, les gens ont voulu lui faire plaisir. Il n'a pas dit non, il s'est invité. Donc, on descend dans la cave, on visite la cave, que Laurent, vous connaissez. Et il dit, mais c'était bon, Pétrus. Et puis il me pose la question, mais il n'y a rien de mieux que Pétrus, finalement. Style, qu'est-ce qu'on peut boire après bien sûr, du Pétrus Je lui dis, mais sauf votre respect, effectivement, il n'y a pas que Pétrus dans la vie. Oui. Alors il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut goûter d'autre à cette heure-ci? Je lui dis, par exemple, côte rôtie, que j'adore, chez Guiga, belle sierra du nord de la vallée du Rhône, ça peut le faire. Elle me dit, on peut goûter. On peut goûter. Je tire une bouteille de côte de chez Guigal, j'ouvre la bouteille, ce que j'ai dit, mes collaborateurs amènent quelques verres, je sers, etc. Il prend le vin, il sent, il pose son verre avant de goûter, il prend la bouteille, et puis je le vois lire l'étiquette. Côte rôtie, la turque. Il me regarde comme ça. La turque pour arménien. Et moi, je me dis, la turque pour un arménien. Pour un arménien, le choisis juste. J'aurais pu prendre n'importe quel cuvée, la Langogne, la Bouline, Château d'Ampuis, etc. Mais la première qui m'est venue sur la main dans le réflexe de la demande, c'était cette bouteille de la turque. Et donc, je ne sais plus quoi dire. Plus personne n'osait parler dans la cave. Donc, un silence de cathédrale. Ça s'y prêtait. Absolument. Et puis, je vois Charles Aznavour prendre son verre, quand même. Il n'a pas jeté la bouteille, tu sais, il a posé la bouteille, prend son verre, et il part marcher un peu dans la cave, et de dos, on le voit, il regarde un peu les bouteilles à droite à gauche et tout ça, et puis, à un moment donné, il sent, et on le voit goûter. Et il se retourne vers moi, vers nous, mais surtout vers moi, quand il fixe des yeux, il me dit, vous avez raison, c'est tellement bon qu'on peut même en oublier l'histoire. Waouh! Waouh! Donc, il était touché par ce vin, et donc, du coup, ça m'a permis de rebondir, en lui expliquant que ça s'appelle la turque, parce que la vigne a une forme de croissant. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la Turquie, bien entendu, c'est juste une image. Cette turque dans ce terroir appelé la turque en côte rôtie, c'est parce qu'elle a la forme d'un croissant. Et du coup, ça a créé du lien avec Aznavour. Et en partant, il me dit, en fait, vous avez du vin arménien dans la cave? Alors, je lui dis, pas en ce moment. C'était il y a quelques années. Et donc, il me dit, bon, très bien. Bon, je vais en Arménie bientôt. Si je goûte quelque chose, je vous dirai. Bon. Quelques semaines passent, un mois ou deux. Et puis un matin, son chauffeur, qui était aussi son secrétaire, etc., arrive avec une petite caissette en papier Kraft. Et il me dit, voilà, c'est de la part de M. Aznavour pour vous remercier. Waouh! Bon. Et j'ouvre, bien sûr, ce cadeau. Et c'était une bouteille d'Arénie, 1990. Excellent. Qu'on lui avait offert ou qu'il avait acheté là-bas, à Erevan, qui m'avait fait déposer. C'est délicieux, ça. Et donc, je l'ai mise à la place de l'endroit où j'ai pris la turque. C'est génial. Symboliquement, c'est joli. Symboliquement, je l'ai laissé là pendant des années en me disant, il va revenir, etc. Et finalement, on s'est recroisés quelques fois, puisqu'on a tourné avec Jean-Luc Petit-Renaud, notamment une très jolie émission de télévision pour les fêtes de Noël il y a quelques années, parce qu'il est mort, bien sûr, il y a déjà quelques années. Mais c'était quelques temps avant, finalement, qu'il disparaisse. Et on s'est revus plusieurs fois, mais je me suis dit, cette bouteille, il faut la boire au bistrot du Sommelier. Et le jour où il est décédé, j'étais à proximité, finalement, c'était le jour de la finale du concours du meilleur ouvrier de France sommelier, et j'organise cette finale à Aix-en-Provence. Et lui, il est décédé dans le Luberon, à quelques kilomètres. Tous les journalistes qui étaient là, à ce moment-là, on allait proclamer les résultats des MOF sommeliers, sont tous partis pour aller couvrir le décès de Charles Aznavour. Et le vendredi de cette même semaine, il y avait l'hommage national dans la cour des Invalides pour M. Aznavour. Et moi, j'étais l'après-midi avec un certain nombre d'amis au bistrot du Sommelier.
Et on avait une réunion voilà, de travail. Et les gens me disent, tu sais qu'on est en train de l'hommage et tout ça. Je dis, mais voilà, on va ouvrir cette bouteille. Et on a ouvert cette bouteille au moment où on rendait les honneurs de Charles Aznavour dans le cours des Invalides. Nous, au bistrot du Sommelier, on a bu cette bouteille en hommage à M. Aznavour. Ah, Et c'est c'était très un beau. moment assez Ah bah, extraordinaire. émouvant. Ouais. Quelle histoire. C'est un grand personnage. Est-ce que justement, le passionné de chansons s'est pas dit, j'aimerais bien qu'il chante dans mon bistrot? Je l'ai rêvé. Ouais, Il ne l'a pas fait. ouais. Je ne lui ai pas demandé. Hein. C'était Et, délicat. il ne l'a pas fait. Mais je sais qu'il y a de l'Aznavour, parce que moi j'en ai chanté mais là-bas. Oui, mais on aime bien. Mais il faut dire qu'il y a des textes. Ah bah juste extraordinaire. Bah, c'est un personnage extraordinaire extraordinaire d'un pays d'Aznavour. magnifique. Ouais. Hier encore, c'est quand même notamment Ouais. une très jolie chanson. Mais il en a écrite beaucoup. Beaucoup. Mm. Ouais. Et j'ai eu la chance d'aller le voir sur scène plusieurs fois. Oui, mais j'ai eu la chance aussi. Ouais. Notamment son dernier Olympia, Ouais, où il était quand Ouais. même resté 2 heures incroyable. et quart Ouais. sur scène. Ouais. Certes, il y avait un tabouret, de temps en temps, il allait se poser un peu. C'est la moindre des choses. Mm. Et, Il avait quel âge? et il avait plus de 90 ans. Donc Extraordinaire. c'était juste Par contre, après, il incroyable. partait. Il sortait D'énergie. directement. On avait beau essayer de faire un bis, on Ça, a c'est compris qu'il clair. fallait pas abuser. Mais Ouais. je crois que d'une façon générale, Il aimait pas, je il crois, aimait hein. pas trop Oui, faire les voilà, bis. c'est ça que je voulais Il allait vérifier. au bout Ouais. de ce qui était prévu et peut-être un peu plus comment lui le jugeait. Mhm. Mais il n'était pas réputé pour faire des rappels. Mm, mm. Voilà. Mais, Un grand personnage. quel talent. Oui, absolument. Mm. Ça a été joli de rendre hommage à Charles Aznavour. Ma chère Sarah. Oui. Comment on rebondit avec ça? Voilà. Je hein. peux rebondir, je rebondis. Alors moi j'avais une Parce que question. moi, j'ai plein de questions, alors vas-y. Non, Moi j'en ai une qui est du coup, qui n'a pas à voir avec ce qu'on vient de raconter, mais c'est une question qui m'importe beaucoup vis-à-vis de mon projet perso au niveau de mon métier. Ça concerne les réseaux sociaux, en tout cas votre avis vis-à-vis de ça. En fait, je trouve que beaucoup de domaines, enfin je trouve, et c'est même, enfin voilà, c'est le cas, que beaucoup de domaines viticoles restent très discrets sur les réseaux sociaux, alors même que la Gen Z perçoit parfois le vin comme trop élitiste ou trop compliqué. Pensez-vous que les réseaux sociaux peuvent devenir un levier pour renouveler l'image du vin et attirer un nouveau public, ou au contraire, cela risque d'entrer en conflit avec les valeurs du monde viticole? C'est une bonne question. Et Finalement, là, je me Et- permets, avant que vous ne répondiez, de dire que finalement, ce que vous avez mis en place dans le bistrot du sommelier, c'est la meilleure réponse pour les jeunes. je pense, en tout cas, c'est intergénérationnel. Oui, Et chacun peut apporter, les anciens dont je fais partie, maintenant avec l'expérience, peuvent bien sûr apporter cette culture, ce savoir et cette vision. Mais la pertinence des questions posées par les jeunes est incroyable. mm, mm. Et alors, pour revenir aux réseaux sociaux et Oui. à la question de Sarah, certes, on a peut-être l'impression que ça reste un petit peu académique. Mais il y a quand même beaucoup de domaines qui essayent de faire différemment, Oui, c'est qui vrai. se lâchent un peu plus, etc., qui font de la communication un peu décalée. Euh, c'est jamais évident. Enfin, on a de tout. Et il y a certaines personnes sur le net hein, qui font, je pense à Margot du Cancel par exemple, qui a une site, je crois, enfin, en tout cas un Page ou signe quelque chose. rouge aux lèvres. Et elle porte, je trouve, un côté un peu décomplexé au monde du vin. Des gens comme Guillaume de Serval, que l'on entend sur une autre antenne, parce qu'il est sur France Inter le soir, dans Studio Payette, le dimanche soir, en ce moment, qui aussi apporte un regard un peu décalé sur le monde du vin. Il y a les producteurs peut-être de vins dits nature ou bio, etc., se lâchent peut-être un peu plus que les gens qui font des vins de type conventionnel. Ça parle aussi aux Mais- jeunes, tout ce qui est en rapport avec le bio, tout ça, tout ce qui est Absolument. engagé. Donc voilà, moi je pense que je suis relativement présent sur Oui. Insta, Facebook, pas trop TikTok, LinkedIn volontiers. Voilà, pour à la fois parler de nos expériences, faire connaître les vignerons,
faire connaître, bien sûr, aussi mon restaurant. C'est un vecteur important. Euh, et pendant la période Covid, par exemple, j'ai fait toutes les semaines des interventions sous forme d'interviews croisées avec plein de personnalités différentes. Des gens du vin, des gens de la gastronomie, des journalistes, des artistes, des auteurs, des écrivains, des penseurs, enfin, etc. Et ça a eu beaucoup de succès parce que c'était un peu décalé. Et puis parce que pendant le Covid, on avait, j'allais dire, du temps aussi à consacrer, à se dire, tiens, le lundi, il y a Philippe Forbach qui va nous parler de quelque chose. On avait monté ça avec 20 sociétés, qui était une structure qui travaille beaucoup sur la communication constructive autour du vin. Ils sont apporteurs d'idées, de concepts, etc. Et c'était avec 20 sociétés que nous avions fait ça. Avec l'Union de la sommelier française, il y a aussi pas mal de communication qui est faite aussi sur les jeunes. La féminisation aussi du métier est un angle important ben, voilà, Je l'incarne. vous l'incarnez bien. Donc il y a pas mal d'angles qui permettent d'aborder le sujet. Et pour l'instant, c'est un espace. Bon, il faut pas délirer, bien entendu, c'est normal, hein, il y a une régulation qui se fait. Mais c'est quand même un espace encore de liberté dans lequel on peut évoquer des sujets, parler, susciter des réactions. Faire découvrir aussi. Absolument. Il y a une crise actuelle au niveau des vins de Bordeaux. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que le vin français a encore un avenir avec, j'ai à dire justement, tous ces pays qui maintenant font du vin de façon très intelligente et très bien? Bien sûr. Nous avons parlé de la Chine et d'autres. Alors, il y a une crise du vin. On parle beaucoup de Bordeaux parce que c'est très visible Oui. à Bordeaux. Globalement, il y a une redéfinition un petit peu du marché du vin et il y a une modification quand même, il faut clairement, hein, des habitudes de consommation du vin. Le vin, pendant longtemps, moi, quand j'étais jeune, que j'en buvais pas, mais si j'oubliais de la bouteille sur la table, je faisais engueuler. Aujourd'hui, à déjeuner notamment, les bouteilles ont quasiment disparu à la maison. Oui. C'est éventuellement un petit verre comme ça, histoire de trinquer, c'est parce qu'il y a un événement, parce que c'est le week-end, etc. Mais dans la semaine, On boit plus. c'est fini. Donc ça induit automatiquement une diminution non négligeable des volumes de consommation. Et bien entendu des volumes de production, donc qu'on essaie de réguler. La difficulté dans le monde du vin, c'est que c'est pas comme un produit qu'on va faire rapidement, au dernier moment, en quelques minutes. C'est du temps et de la patience. Un vignoble, ça se crée, ça se plante, ça se développe. Une vigne, minimum 3 ans, et c'est très peu, hein, parce que c'est une vigne très jeune à 3 ans, mais seulement au bout de 3 ans, on dit 3 feuilles, pour qu'on puisse ramasser des raisins qu'on peut vinifier. Avant, c'est pas possible de les vinifier. Et il faut au minimum 10 ans pour les blancs et sûrement au moins 20 ans pour les rouges pour avoir quelque chose qui est marquant de son terroir et qui exprime plus que son cépage. Donc c'est beaucoup. Et si on change la consommation, elle est aujourd'hui, on zappe beaucoup sur la consommation. Aujourd'hui, on boit ça, demain, on boit ça. La tendance, elle est à la Bourgogne aujourd'hui et les Bourguignons surfent un peu sur la vague. Mais jusqu'à quand? Oui. Parce que les prix atteints par les grands Bourgognes aujourd'hui touchent quand même des plafonds assez extraordinaires. Donc ça devient un petit peu compliqué. Même pour les Bourgognes aujourd'hui, d'échapper quelque part à terme, hein, aussi à une vague qui va être un peu un creux de vague. Bordeaux était pendant très longtemps la référence absolue et atteint aussi des sommets qualitatifs et de prix. Bordeaux s'est peut-être un peu perdu dans un style, notamment la parkerisation n'a pas fait que des heureux en termes de consommateurs parce que ça a standardisé un peu le goût dans un très haut niveau de qualité, mais dans un goût qui était finalement un peu similaire d'un domaine à l'autre, d'une appellation à l'autre, d'un millésime à l'autre, etc. Du coup, il y a une certaine lassitude pour les Bordeaux. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des grands Bordeaux, et Dieu sait si moi j'adore. Par contre, il faut être plus patient. Un Bordeaux traditionnel, rouge, il faut l'attendre. À âge égal, un Bourgogne de Pinot Noir est beaucoup plus accessible. Ou un vin du Rhône avec son côté grenache est aussi plus tendre. On peut goûter des vins de 2-3 ans avec beaucoup de bonheur. Un grand Bordeaux au bout de 2-3 ans,
les papilles s'en souviennent, parce qu'il n'est pas encore fait, quoi. Il faut vraiment du temps. Mais si on a la chance d'avoir des vieux Bordeaux ou de les attendre avec un peu de patience, on est récompensé, vraiment. La tendance aujourd'hui, même à Bordeaux, est de faire des vins moins tanniques, d'infuser plus que d'extraire en termes de vinification, sans trop rentrer dans les détails techniques, mais on peut bien imaginer cela. Si on extrait, on va extraire y compris les tanins, ça va donner de l'astringence et de la puissance et des potentiels de garde. Si on infuse, on va être plus soft sur l'ensemble et on va donner des vins qui ont plus de rondeur, plus de fruité, une approche sensuelle un peu plus immédiate. Du coup, des vins qui sont plus accessibles effectivement à la consommation. Globalement, la consommation des rouges baisse, clairement. On a vu il y a quelques années l'avènement du rosé qui a pris des parts de marché non négligeables, à la fois parce que c'est plus accessible. On se pose moins de questions quand on goûte un vin rosé. On ne dit pas d'où ça vient, que c'est fait, etc. On goûte du rosé et on a plaisir à ouvrir la bouteille et la partager. Si on choisit tel rouge de telle région, etc., il faut vraiment avoir des arguments pour raconter à ses copains ou ses amis ou ses camarades, effectivement, pourquoi on a choisi ce vin. Le blanc est un peu entre les deux. Et le blanc correspond aujourd'hui assez bien au goût des gens et à l'évolution végétale et minérale, notamment de la cuisine. Et alors qu'avant, on avait des plats puissants, beaucoup de viande, des plats un peu saucés, etc., le rouge était nécessaire. Aujourd'hui, la cuisine s'est allégée, c'est végétalisé, on mange beaucoup de poissons, de coquillages, etc., plus facilement. Les sauces sont plus légères aussi. Le blanc est souvent plus pertinent aujourd'hui. Et moi, d'ailleurs, dans mon restaurant, je dis à mon chef, mais faites-nous des plats pour le rouge aussi. Alors qu'avant, je disais, mais il faut servir du blanc aussi. Et aujourd'hui, sur un menu dégustation, on a 4 vins. En général, on a un rouge. Waouh. Ouais. Parce que l'apéritif, c'est souvent un peu de champagne. Oui. L'entrée, c'est un vin blanc. Oui. Le plat, on essaie de faire en sorte que ce soit du vin rouge. Ouais. Et le dessert, c'est souvent un vin de naturel, un muscat, etc. On peut servir autre chose, mais c'est souvent un peu ou un sauterne, parce que les chefs aiment bien travailler, surtout en cette saison, les fruits exotiques, l'agrumes, etc. Et des desserts plus aériens, plus légers. Et d'ailleurs, dans votre restaurant, est-ce que vous partez d'abord du mets et après vous accordez le vin? Ou alors parfois vous partez d'un vin et vous dites, bon, on va faire du coup ça qui va bien aller avec. Alors, l'esprit du bistrot du sommelier, c'est plutôt de partir de la cave. Et je dis souvent cette image, j'évoque souvent cette image, que j'ai fait une cave autour de laquelle j'ai fait un restaurant, quoi. Donc effectivement, et d'ailleurs, pendant très longtemps, sur ma carte des plats, l'intitulé, c'était notre chef, Laurent Petit, pour citer notre premier chef, qui a pourtant fini avec 3 étoiles au guide Michelin, puisqu'il avait le restaurant, le Clos d'Essence à Annecy-le-Vieux, avec 3 étoiles Michelin. Mais c'est Laurent Petit, notre chef, nous propose sa carte pour accompagner les vins. Et donc, c'était la carte des plats pour accompagner les vins. Donc, c'est vraiment ça, l'esprit du bistrot du sommelier. Dans les fêtes, et pour être très honnête, au quotidien, c'est les deux. C'est la rencontre des deux. De temps en temps, mon chef, il me dit, voilà, j'ai ça, et donc j'aimerais bien faire telle recette, tel plat, etc. Et puis moi, ça va très bien aller avec tel vin. Souvent, c'est l'inverse. Parce que je lui dis, tiens, on a tel vin en ce moment, on aimerait bien le mettre au verre. Ou alors, on fait nos repas vignerons du vendredi, bien sûr. Là, on goûte tous les vins et c'est vraiment les vins qui démarrent. Et en fonction du goût des vins, effectivement, le chef va faire les plats. Mais dans une maison comme la mienne, on adapte souvent les plats. Les gens, on a tel plat à la carte, une volaille. Le client va prendre tel vin. On va aller voir le chef et lui disant, bon, ils ont pris tel vin. Donc, ça serait bien peut-être de rajouter ça, de mettre, je sais pas quoi, un peu de moutarde violette, de brive, un peu d'olive noire ou tel poivre, etc. Parce que ça va être plus intéressant pour le mariage. Et quand on arrive à table et qu'on sert le plat, on leur dit, bon, goûtez, voir si ça vous plaît. Et les gens disent, ah, mais c'est bien, mais il y a un truc qui n'était pas prévu. Mais on leur dit, oui, mais c'est pour vous. C'est personnalisé pour vous. Et les gens apprécient cette intelligence du chef, finalement, qui va aller se mettre au service, pas spécialement que du vin, mais surtout au service du consommateur, du palais du consommateur. Parce que c'est ni le vin ni le plat, le chef d'orchestre, c'est le client. Et alors, pour prolonger ça, il faut savoir que Philippe a sorti, après le Covid, justement, un livre très utile, très bien, que j'utilise.
C'est vrai. Oui, oui. C'est vrai que la période Covid a permis de faire. J'ai fait une dizaine de Un livres. beau bouquin, ouais. Mais je suis en train d'en préparer un autre, mais je Un ne peux autre pas en parler D'accord. ce soir. Mais voilà, ça va sortir chez Albin Michel. Mais j'espère qu'on a l'occasion de se revoir pour en parler. Absolument, avec un grand plaisir. Et le dernier, je voudrais qu'on en parle. Et celui auquel on fait référence, c'est un livre chez Sur l'Alliance Mets et Vins, Hachette, justement. pratique sur l'Alliance Mets et Vins, qui s'appelle Vins aimés, tout simplement. Accord vins aimés, pour être plus précis. Mais en partant du vin, on est le cheminement pour aller vers l'aimé. Et on a les recettes. C'est-à-dire qu'on a le vin recommandé et on a les recettes. Voilà, c'est très bien fait. Et c'est simple. C'est un sommelier. Donc le vin est une part non négligeable. Et le cheminement surtout. Parce que dire, bon voilà, avec tel plat, il y a tel vin, ok, c'est bien. Mais expliquer les raisons pour lesquelles effectivement ça fonctionne, ça permet non seulement aux gens de s'imprégner de ce qui est écrit, mais surtout d'imaginer ce qu'eux peuvent faire aussi par ailleurs. Ça laisse la possibilité de faire travailler son imagination. Absolument, mais c'est important. Et puis la propre expérience de chacun, qui fait que finalement... Et puis en matière d'accords mets et vins, il y a quelques règles, bien sûr, de base. Notamment, il y a une que j'aime beaucoup et qui est parlante, c'est la couleur. Vous avez un plat très sombre, très coloré, etc., et plutôt sombre, vous êtes sûr qu'un rouge, y compris sur les poissons, hein, faites un rouget avec une sauce un peu colorée, avec des fois de rouget ou autre, ça va être mieux, vraisemblablement, sur un rouge. Pas nécessairement un rouge très puissant, mais sûrement avec un rouge. Vous faites une blanquette de veau, toute blanche, essayez un blanc, un grand bourgogne blanc dessus, c'est juste incroyable. Un beau bourgogne blanc, ça va être un Mâcon, un Meursault, Chablis, c'est trop sec. Mais avec un peu de gras, ça fonctionne magnifiquement bien. Sur les fromages, la plupart du temps, les blancs sont les bienvenus, alors que dans notre imaginaire culturel, le rouge est finalement souvent présent sur le fromage. Mais les blancs sont nettement plus intéressants. Alors, on a beaucoup parlé d'appellation, mais est-ce que vous, demain, est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aux producteurs, c'est de rester dans l'appellation ou de se lâcher, de se faire plaisir? On le voit à Bordeaux, il y en a qui aimeraient... Il y en a qui le font. Hein. Alors, l'appellation n'est plus le seul repère. Et on est arrivé à une reconnaissance, mais normale, je veux dire légitime, de gens qui font des très beaux vins en s'émancipant un petit peu de l'appellation. Et qui font des IGP, par exemple, quand ils peuvent, des indications géographiques protégées, hein, ou carrément du vin de France. Moi, je vois Thierry Michon, là, par exemple, dans les Vals de Loire. Absolument. Alors lui, du il côté s'en fiche. Il bosse très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup Thierry, ce qu'il fait. Oui. Lui, il fait de la mer, Sable d'Olonne. Olonne-sur-Mer, plus exactement. Dans les fiefs vendéens. Ouais. Absolument. Voilà, ça permet, alors, avec... je ne dis pas qu'il faut faire que du vin de France et que ça soit la solution à tous les maux que peuvent... Mais en tout cas, ça laisse une possibilité de créativité et peut-être d'ouverture de certains marchés, parce que c'est aussi ça le but, c'est de faire des choses qui se vendent, hein, peut-être plus large que parfois j'ai dit, hein, en appellation. Si l'appellation, personnellement, je pense que l'appellation est un bon repère. Hein. Ouais, donc est-ce qu'il faut plutôt faire bouger les appellations ou jouer au corsaire? Alors, le problème des appellations, c'est que ça bouge par touche. Oui. Donc la réactivité, elle est longue. Et donc c'est très compliqué. Oui. Mais le fait de faire, pour certains producteurs, ou dans certaines appellations, de faire des essais, entre guillemets, hors appellation, peut-être qu'un jour, ces vins-là rentreront dans le cahier des charges de l'appellation et on va retrouver des gens. Comme mettre du Syrah à Bordeaux, quoi. Voilà, il y en a. Il y en a depuis longtemps, en plus de la Syrah à Bordeaux. Hein. Ça rentre pas dans le cahier des charges de l'appellation, mais ça existe, et le fait d'en avoir peut permettre un jour de se dire, finalement, à tant de pourcents, pourquoi pas, on peut l'introduire. À partir du moment où c'est pertinent et qu'en matière de goût et de rencontre de marché, ça fonctionne. J'ai vu que le petit verre d'eau, qui est un cépage reconnu par l'appellation, on en utilisait de plus en plus. Oui.
Maintenant, est-ce que c'est judicieux? C'est judicieux parce que c'est un cépage tardif qui garde justement une certaine acidité. C'est pas un cépage facile à cultiver pour le vigneron, mais c'est un cépage quand il est mûr et qui garde aussi une certaine fraîcheur. Et c'est un cépage tardif, donc il est décalé aussi dans son cycle végétatif. Il est moins sensible à certains éléments du cycle végétatif, notamment des périodes peut-être de gelée ou des attaques de mildiou ou autres maladies cryptogamiques. Donc ces cépages-là qui ont été pas boudés, mais qui n'étaient pas spécialement utilisés, aujourd'hui ont une vraie pertinence. À Bordeaux, il y avait avant le phylloxéra des dizaines et des dizaines de cépages utilisés. Le Carménère était originaire de là-bas, mais c'est ça? plein d'autres cépages qu'on a oubliés. Aujourd'hui, effectivement, à Bordeaux, on a le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Merlot pour l'essentiel. Mais on retrouve le Carménère, qui est aussi dans les décrets, de la plupart des appellations. Mais qui est fragile. Le Malbec, le Petit Verdot, effectivement. Et à titre expérimental, on retrouve d'anciens cépages qui peuvent rentrer effectivement dans le cahier des charges. Il y a une loi qui est une loi européenne et que la France applique, c'est la loi des 85-15. Donc on a une certaine tolérance. Alors peut-être c'est plus fin que ce chiffre à l'emporte-pièce, mais qui permet effectivement aux vignerons d'avoir un peu de liberté quelque part pour pouvoir faire des assemblages, des essais, etc. Mais il y a une nomenclature des cépages autorisés. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Donc c'est cette fameuse liste officielle. Et ceux qui ne le sont pas, il faut faire des essais, il faut prouver, il faut faire en sorte que ça soit reconnu et acceptable. Et à partir de ce moment-là, on peut effectivement faire des plantations et les essayer. Mais il y a un vrai enjeu. Il y a l'enjeu effectivement climatologique. Il y a l'enjeu du marché, il y a l'enjeu du prix aussi, qui joue pour pas mal. Le monde agricole souffre, on sait bien les uns et les autres. On essaie de soutenir au maximum les agriculteurs, d'acheter plutôt local, d'acheter plutôt français, quand c'est possible. Enfin, je pense que c'est un peu la philosophie de beaucoup de gens aujourd'hui, de soutenir notre agriculture et notre viticulture. Ça n'empêche pas d'apprécier ce qui se passe ailleurs. Mais effectivement, d'aider nos viticulteurs, c'est une mission aussi importante pour nous. Et quand on voit des gens qui arrachent la vigne, qui ferment boutique, qui se suicident, malheureusement, c'est aussi un élément non négligeable ces dernières années, parce qu'ils n'y arrivent plus. Je pense qu'ils ont vraiment besoin d'être soutenus. Alors, moralité, il est déjà 20h30, nous allons devoir nous séparer. Malheureusement, c'est passé très vite. Moralité, il faut aller au bistrot du sommelier pour aller soutenir nos agriculteurs. C'est sûr. Et toujours boire avec modération. Absolument. Ça, c'est clair que c'est le message que l'on fait passer les uns et les autres avec responsabilité. Mais il y a un dicton que j'aime bien, c'est « boire un canon, ça sauve un vigneron ». Voilà, très joli, ça sera notre mot de la fin, très joli. Mais un, pas 10. Oui, absolument. On peut en boire un, puis après un autre. Raisonnablement. Raisonnablement, absolument. Avec modération, mais néanmoins, il faut bien penser que la dimension à la fois culturelle, mais également agriculturelle est quelque chose d'important pour l'image de la France et pour notre pays, pour son rayonnement. Faut boire, mais plus raisonnablement et mieux. Voilà, tout simplement. Absolument. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Merci à tous les deux. Et à très bientôt donc, pour parler de ce nouvel ouvrage. Voilà. Et puis, pour parler de l'ouverture, à partir du combien? Mars? Les prochaines soirées vignerons, oui, à partir de... Je pense que le premier vendredi du mois de mars, c'est le 3. D'accord. Donc le 3, le 10, le 17, le 20... La suite. Le rendez-vous est vendredi, pris. En tout cas, les vendredis de mars seront vignerons au bistrot du sommelier. Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Merci Laurent. À très bientôt. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après un court bobino. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bienvenue dans cette continuité de notre émission Le Libre Journal de la vie française. Je suis toujours accompagné de...
Sarah Gentil. Voilà, et cette fois-ci, nous retrouvons, eh bien, écoutez, un ami, plus qu'un chef, un ami, Monsieur Valentin Nérodo. Merci pour ton invitation, Laurent. Je t'en prie. Alors, Valentin, on va vous voyez parce qu'on a la radio. Bon, maintenant, je le dis. Ça va être un exercice. Vous êtes arrivé, oui, c'est un exercice en soi, parce que j'allais, hop. Vous êtes arrivé avec un ouvrage qui parle de vous. Moi, au début, j'ai pensé que cet ouvrage était un ouvrage de livre de recettes comme on en fait tant, mais non, pas du tout. C'est pour découvrir le personnage, pour comprendre le personnage. Et je pense que pour comprendre une cuisine, il faut comprendre le personnage. Ouais. Oui ou non? Oui, beaucoup, oui. Bon, en même temps, il ne peut pas me répondre non. Hein, voilà, après cette question-là. C'est un métier, comme beaucoup aussi, mais de sensibilité. Oui. Et aujourd'hui, on peut être un très bon artisan, mais si on n'a pas cette sensibilité-là, on touche peu de gens. Et je pense que dans chaque métier aujourd'hui manuel, c'est avant tout un métier intellectuel. Il faut beaucoup penser, beaucoup réfléchir, être différent. Comment trouver une clientèle, faire des choses raffinées. Et il y a cette vraie sensibilité chez Valentin que l'on découvre dans son ouvrage, parce que la vie a été parfois difficile, même très difficile, mais c'est ce qui nous forge, ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. À 40 ans, j'avais envie de transmettre un message. Oui. Voilà, j'ai commencé un apprentissage très jeune, à 13 ans et demi. J'ai vécu des hauts, des bas, comme beaucoup de personnes, mais je n'ai pas changé mon cap. C'est-à-dire que j'ai toujours cru en moi, malgré les difficultés. C'est aussi les qualités d'un leader, hein, c'est d'être positif quand tout va mal et de se remettre en question, de garder son cap. Et j'étais prêt à transmettre un message de joie, un message de partage. Alors ce livre, il y a un peu de ma vie. Un peu beaucoup. C'est pas une biographie, mais c'est pas un livre de recettes non plus. Oui. Il y a un mélange de tout. Il y a des cheese pour faire des belles tables, il y a des recettes aussi. C'est important. Et vous savez que j'aime beaucoup mon pays, j'aime la France et notre culture. Et son terroir. Et son terroir, exactement. Toute cette richesse. Et aujourd'hui, ça me parle beaucoup. Et alors, le titre est bien choisi, finalement, par rapport à votre histoire, mon cher Valentin, puisque c'est du potager familial aux tables d'exception, et je dirais même, je pourrais rajouter, un futur potager d'exception. Oui, exactement. Voilà, donc ça me permet de faire cette transition. Et vous savez, c'est dingue, ce titre. Oui. Par rapport au projet actuel et futur, à court terme en tout cas, moyen terme, c'était écrit. C'est tellement important pour moi, les valeurs de la terre qu'on m'a transmises, ce que la nature vous donne, et avec le château du maréchal de Saxe, à Hyères, dans l'Essonne, que vous connaissez bien. Bien avant moi, ce château. Avant vous, exactement. Voilà. Et il y a un parc, il y a un carré de jardin de 3 hectares parqué. Bon, déjà, le lieu, il faut le dire, c'est un lieu magnifique, exceptionnel. On arrive avec une allée majestueuse. Donc, déjà, on est... Et en plus, une allée qui est immense. Il y a un effet waouh, en tout cas. Voilà, il y a un effet waouh quand on arrive. Ouais. Donc, derrière, il faut évidemment que la cuisine soit waouh. Mais ça, évidemment... Il y a tellement une grosse promesse. Oui, voilà, si exactement, vous voulez, c'est vrai. Qu'il faut assurer derrière. Oui, oui. Et derrière, il y a tout, même le potager qui est là, qui attend, et je sais que c'est un de vos rêves d'avoir votre potager, puisqu'il y a eu votre potager familial, de retrouver ce potager familial, enfin qui va être le vôtre. En fait, on revient de là où on est né, je trouve. Je pense qu'on est né dans un univers, en tout cas pour mon parcours, et je reviens là où j'ai tout appris. Et il y a une forme de satisfaction. Et de recréer son jardin, de recréer l'apprentissage que j'ai eu avec mon grand-père, qui était magique, une enfance magique, et de refaire un rêve de cuisinier, d'avoir tout sur place. Et moi, j'ai plein de challenges, plein de rêves, et je souhaite tout refaire, des fleurs qui vont fleurir le château, des fleurs comestibles, toutes les plantes aromatiques, des plantes anciennes, parce que mon objectif, c'est de faire un peu comme la cuisine bourgeoise du 19e, des plats généreux, des plats qu'on retrouve plus beaucoup dans les restaurants, des plats qui se partagent, des cuivres, des poêlons, et c'est des choses importantes pour moi. Et alors, donc Valentin, donc de Top Chef à aujourd'hui, c'est passé quand même plein de choses, des moments magnifiques, des moments très difficiles. Ouais. J'en parlais avec une de vos admiratrices fidèles cet après-midi. Il y a 1h30. Une femme que vous connaissez bien, une femme très élégante et ravissante, originaire du Maroc,
avec qui vous êtes croisé dans un pays fort lointain, plutôt à l'Est, vous voyez qui je veux dire. Et on disait, mais quelle revanche sur la vie. Ouais. C'est quoi qui vous a fait tenir? Mon état d'esprit. Je pense qu'il y a deux façons de penser. C'est... Il cherche, il n'a pas trouvé qui c'était. Ça commence par un A. Bon, il trouvera au fur et à mesure. On fera la deuxième lettre dans 10 minutes. Non, je pense qu'il y a deux façons de penser. C'est être positif, être négatif, et autant que le chemin soit sympa. Oui. Donc, je me suis dit, à un moment donné dans ma vie où j'ai beaucoup souffert, comme beaucoup, je me suis dit... là plus, quand même. Hein. J'en ai marre de subir. J'en ai marre de subir. Oui. Et quand vous vous réveillez avec un état d'esprit positif, la vie est plus facile. Et c'est un vrai travail sur soi. Hein. Vraiment. Là, je repense à la personne. Il cherche. Il y a un T ensuite. Ah oui. Bah voilà, ça y est, il l'a trouvé. Elle est ravissante. Ah, je l'adore. Bah voilà. J'adore. Aussi adorable que jolie. Alors, mon cher Valentin, moi je voudrais que l'on parle un peu plus du château du Maréchal de Saxe. Ouais. Donc, c'est un petit bijou qui se trouve à une demi-heure de Paris. C'est ça. Et qui a été repris donc il n'y a pas très longtemps, qui appartenait autrefois à monsieur, comment il s'appelait, qui avait tant de châteaux. Vous n'allez pas m'aider? Si, monsieur Savry, merci beaucoup. Moi, je vous donne les noms. Bravo. Moi, je vous rends la vie plus facile, Laurent. Voilà. Il n'est pas rancunier à peine. Non. Donc, Jérôme Savry avait plusieurs châteaux et malheureusement, celui-là était un petit peu laissé à l'abandon. J'avais eu la chance d'y dormir avant qu'il ne soit repris. Magnifique, un potentiel extraordinaire, mais voilà, qui vieillissait. C'est incroyable, Laurent. Que vous connaissiez cette histoire, ce château, ben oui, et que je puisse le reprendre. Ben oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, oui. Oui, moi je rêvais de voir cette belle endormie réveillée. C'est le cas. Nous sommes dans la ville de Hyères, YE2RES, d'un certain Nicolas Dupont-Aignan, que évidemment tout le monde connaît. Cette propriété a failli tomber dans les mains de Chinois, d'après ce que je sais, ce que j'ai su. Oui, puis après je crois qu'il y avait une... Et ils ont réussi à bloquer la vente. Oui, heureusement. Voilà, heureusement. Heureusement. Et puis après il y a eu... Non, contre les Chinois, mais le projet n'était pas terrible. Vacances, après il y avait quelque chose de la balnéo, quelque chose comme ça. Ouais. C'était pas très glorieux pour le domaine. Alors maintenant, ça a été repris, ça a été restauré. Moi, j'ai vu déjà toutes les parties qui ont été restaurées. Il y a encore certes du travail. Le restaurant est ouvert dans une galerie magnifique, du 17e siècle, du 17e qui est dans son jus, qui est splendide. Voilà. Vraiment, les moulures sont magnifiques. C'est très très joli. On a quelques peintures aussi anciennes. On a deux petits salons à côté. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on a un parc qui est de 80 hectares. Waouh. On a de la place. Ouais. Et ça, c'est... on a l'impression d'être au bout du monde. Je trouve ce qui est magique dans ce domaine, je poursuis, c'est que c'est un château du XVIIe siècle. C'était la maison du médecin Louis XIII, pour faire court. Et on est... Tu n'as pas réussi à l'assassiner, celui-là. Non. Les gros et beaux châteaux sont souvent loin de Paris. 50, 70 km, voire 100. Et là, on n'est qu'à 22 km de la Nation, par exemple. Oui. Donc on est vraiment à 20-25 km de Paris. Mais il est pas hyper grand. Moi, mais il est bien parce qu'il est tout à fait raisonnable pour moi. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas dire qu'il est petit, mais il est tout à fait raisonnable. On fait une colocation, vous prenez l'étage, et moi le rez-de-chaussée. Ça ne faut pas me le dire. J'arrive demain avec mes meubles, moi. Et donc, du coup, le restaurant est ouvert maintenant. Donc, la partie hôtellerie sera ouverte dans le futur. Alors, pour l'instant, c'est une grosse machine. On a lancé, c'était assez compliqué, ce qui est normal. C'est un monument historique, on ne peut pas tout faire. Sûr. Et puis, il y a une très belle cuisine déjà. On a un petit peu tout. Ouais, exactement. Ouais, génial. Quand on lance un projet comme ça, on a l'impression d'avoir tout le monde contre soi. Donc ça, c'est un vrai travail. C'est une grosse locomotive. Donc on a lancé le restaurant gastronomique. Oui. Après, au printemps, on ouvre dans les écuries la brasserie qui s'appellera le Pavillon. Il y a déjà des espaces événementiels aussi. Après, il y aura les mariages, les réceptions. Déjà, tout est déjà lancé. C'est un vrai travail. Et quand tout sera correct, dans 1 an, 18 mois, on lance une dizaine de suites de luxe à l'étage pour faire vivre une expérience assez incroyable à nos clients. Et puis aux Parisiens qui veulent se mettre au vert. Parce que c'est génial. On peut passer 2 nuits sympas dans un château comme ça. C'est chouette. Pour un week-end, c'est magnifique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y mange? Allez, les circuits courts, les bons produits français, de la Saint-Jacques, on est en fin de saison.
On a des beaux légumes, des racines qui viennent de fermes à côté. On a des ruches aussi pour notre miel. Donc ça, c'est chouette. On a du veau fermier, on a des belles volailles, on a du poisson de la criée juste à côté. Donc on a des beaux produits, mais notre promesse, c'est que pour un gastro, on est 30% moins cher qu'un gastro avec des services pareils. Pour moi, ce qui est important, c'est le rapport qualité-prix. Et il y a à Paris, je fais une cuisine sophistiquée pour mes clients. Et là, je veux vraiment que ce soit un lieu chic, élégant, mais décontracté. Surtout pas guindé. C'est un état d'esprit que l'on souhaite. On peut manger une blanquette. C'est un de mes plats préférés. Ça sera un plat du pavillon. Ah, bon, d'accord. Vous voyez pas du gastro. Non. Bon, d'accord. Bon. Pour moi, il faudrait que j'aille chercher mon assiette là-bas et que je la se mettre après au gastro pour manger. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe l'entrée au gastro. Oui. On mange la blanquette à l'écurie et on prend le dessert dans le parc. Ah bah voilà. C'est bien ça. C'est un petit chemin en plus, c'est une expérience complète. Voilà, c'est très sympa ça. Voilà. Et donc ça va être un lieu de vie où il y aura beaucoup de choses. Pour moi, je veux qu'on profite de ce domaine qui est un lieu de vie. Il y aura toujours soit les 2 restaurants ouverts dans la semaine, soit un des 2 quand il y a quand même des jours de fermeture. Bien sûr. Je vais préserver mes équipes. Et puis plein d'idées. Même vous pourrez en avoir d'événements, de beaux projets dans le parc, faire peut-être une fête des fleurs ou quelque chose. Il y en a. Non, je sais, il y a une ramette à côté. Non, on a plein de projets. Voilà, on essaye de ne pas brûler les étapes et on avance comme ça. Très sérieusement. Absolument. Mon cher Valentin Nérodo, donc du potager familial aux tables d'exception, est-ce que du coup vous restez à travailler uniquement au château du Maréchal de Saxe ou alors vous avez une bonne équipe qui vous permet aussi de continuer à aller réaliser des tables d'exception ailleurs? Alors, c'est une bonne question, mais je trouve que ce projet est important pour moi. Oui. Très important pour moi. De m'asseoir en tant que chef un peu... de chef aujourd'hui et je veux vraiment transmettre ma cuisine dans les 2 restaurants et je garde à côté à Paris les événements un peu plus luxe ou des beaux projets d'exception, exactement, puisqu'il faut rappeler quand même que vous avez travaillé pour un certain nombre de choses assez fabuleuses aux États-Unis notamment. Ouais. Alors, la prénommée Attica, maintenant on peut dire le prénom, m'a dit qu'elle vous avait retrouvé lors d'un événement assez prestigieux. Ouais. Et je sais que vous avez travaillé pour un Américain qui est devenu français récemment. Ouais, exactement. Voilà, Vive la France. Voilà. Vive la France. Voilà, mais il va falloir lui apprendre un peu le français encore, un petit peu. Il a un peu de mal, mais... What ça. Alors, non, mais après vous nous racontez cette anecdote là quand même de cette belle expérience? Alors, en sortant Top Chef, oui. Il y avait un restaurant qui était rue Mazarine qui s'appelait l'Alcazar. Oui. Et c'était pour les chefs provinciaux, ils avaient droit à une semaine de signature. Je signe la carte une semaine, elle cartonne, il réédite pendant 3 semaines. Et en faisant un tour de salle, je rencontre le CIO de Omega, les montres, qui avait adoré. Et il me donne un rendez-vous le lendemain, la vie est faite de rencontres. Et le lendemain, il me convoque au siège d'Omega Paris et il me dit qu'il veut faire les 45 ans d'Omega à Houston, dans les locaux où ils ont construit Apollo 13 de la NASA, à Sugarland. Et puis un projet de 3 mois, je pars 3 mois au Texas. L'exercice le plus compliqué d'un chef, parce que vous savez, au Texas, 3 mois, à part le New Jersey, l'État du Maine ou New York, où il y a des jardins à mourir, où il y a des fruits, des légumes, des produits rares et des choses comme ça. Mais dans le Texas, il n'y a rien. Il y a pas de pommes de terre, des carottes et des tomates. Donc il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de charme là-bas. Il y a pas de charme. Moi, j'allais au centre-ville à pied. Ça se fait pas là-bas. Les gens, tout le monde sont en voiture. C'est pas pour moi du tout. En tout cas, je reste 3 mois et puis je rencontre, c'était l'égérie homme Georges Clooney, et puis on a sympathisé de façon professionnelle et puis il m'a fait travailler pendant 1 an et demi. Incroyable. Et il m'a fait rencontrer le New York, le joli New York avec la haute société, quoi. Belle aventure, belle histoire. C'est belle aventure, Alors, on peut espérer retrouver ces gens-là au château du Maréchal de Saxe. Ils vont revenir, j'espère bien. Vous serez bien un bon RP. J'en suis sûr. J'espère bien. C'est gentil. C'est très gentil. C'est très gentil.
Alors, quels sont les projets futurs les plus proches de Valentin? Je sais qu'il y a eu pas mal de tournages. Ces temps-ci, on peut divulguer quelque chose ou c'est top secret? C'est encore top secret. C'est top secret. Non, il y a des belles choses, mais... On peut pas faire de jeu de mots, j'ai pas droit. Non. D'accord, ok. Mais Bon, en tout cas, il y a alors, des belles choses. il y a de belles choses. Euh, Donc, il faut peut-être que- suivre Valentin Desrodeaux. Voilà. J'ouvre une belle surprise en takeaway. C'est-à-dire Oui. que, à 2 pas du studio, Oui. j'ouvre une jolie Ah bon enseigne dans 3 mois. Ah, mais j'étais pas au courant de ça. C'est quoi cette histoire? En Ben, je veux en faisant la savoir confidence. plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon cher Valentin? Juste à côté. C'est Ah oui drôle. Où ça? J'étais ce matin avec des Où ça? avec, C'est quoi cette histoire? Allez. mais je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent. Interdit de sortir. Interdit de sortir sans avoir tout, Bloque la tout porte, raconté. Voilà, absolument. Ça va être un concept Oui, de nourriture à emporter, oui. inédit, jamais vu. Très bien, moi, pour sortir de l'émission. Hein, on va y aller ensemble, là, avec mon adorable... ma déesse de la technique. Non, ça je peux pas le dire encore, mais en tout cas il y a un beau projet comme ça. Non, mais c'est quoi? C'est de nourriture, c'est gastronomie. Ouais, oui, c'est de la gastronomie. Oui. Mais c'est quoi le E? Je peux pas trop parler. Oh, mais- Quelqu'un Et peut le faire boire. Vous serez obligé de m'inviter. Philippe Il faut Forbrac est rappeler parti. Philippe, oui. Voilà, on va rappeler Philippe Non, pour le il y a faire un beau boire. projet et je suis ravi de le faire. Je voulais le faire depuis longtemps. Peut-être un autre projet de livre. D'accord. Et le premier projet, il ouvre quand? Dans 3 mois. Où ça? Boulevard Murat. Au combien? Je peux pas le dire. Bon, On ira chercher après. On ira chercher. On va le torturer jusqu'à ce qu'il nous dise quelque chose. Ouais. Mais tu Non, connais c'est bien, certainement ça. l'ancienne enseigne. Ah, d'accord, c'est un restaurant? Ouais, c'était un restaurant. Ah, mais il y a un très bon restaurant à côté. La méditerranéen. c'est pas Oui, celui-là, ouais. d'accord. Non. Bon, un autre. Ok. Et puis des projets avec vous. Oui, c'est gentil. Mais c'est quoi l'autre livre? Ce sera un livre de recettes. Ah, d'accord. Un vrai livre de recettes, pur livre de recettes avec ça va sortir l'année prochaine. Non, cette année. Pour les grands livres de fin d'année. Avec des recettes de fêtes, etc. D'accord. Plus les tables d'exception qu'a fait Valentin. Exactement. Très bien. Et que l'on peut retrouver d'ailleurs sur votre compte Instagram. Il y a des photos. Waouh. Pas mal. Ah, c'est très joli. C'est pas mal. Ah, très très joli. Moi, je suis ça avec attention. Merci beaucoup, Laurent. Quelques questions, ma chère demoiselle? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que j'ai compris pas mal de choses parce que je ne vous connaissais pas avant que vous y C'est vrai arriviez. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas été briefé par Laurent. Et non, elle a été briefée tard. Elle a travaillé beaucoup sur sur Philippe non. Forbrac. non, Exactement, voilà. Sur Philippe Forbrac. Sur Philippe Il Forbrac. y a tellement de choses à dire. Et... Oui. Alors justement, la part du vin. Alors, Ça aurait été ma question. à la suite. Oui. Voilà. Alors, la part du vin, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Oui. Moi qui travaille dans le luxe et dans les belles maisons, à Vendôme ou à Montaigne, on a une clientèle internationale. Mhm. On a une clientèle féminine. Et on doit avoir des vins minéraux, légers et qui s'accordent avec beaucoup de choses délicates. Donc aujourd'hui, 80% de mes vins, c'est du Bourgogne blanc, des Puy-Fichier, des vins légers. Et je me suis retrouvé dans ce que disait Philippe, Mhm. c'est qu'aujourd'hui, le blanc passe plus que le rouge. Parce que les femmes n'aiment pas le tanin, les hommes, on connaît le Bordeaux. Je trouve que on le vend de moins en moins. Parce que c'est très tannique, ça se marie beaucoup avec les viandes, on mange de moins en moins de viande, et puis on veut des vins légers surtout. Donc les vins sont de plus en plus légers, et en fait ça suit la cuisine. Le style de Aujourd'hui. la cuisine, absolument. Ouais. Oui. Donc finalement, dans votre cave, vous avez une belle cave Non, du tout. au château du Maréchal de Sable? Ah, au château, bien sûr. Vous Ah parlez oui, de chez moi. d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Non, Non, j'ai non, une très grande cave, c'est une ancienne au salle château des armes. Ah oui, Ouais, c'est une ancienne salle extraordinaire. d'armes et ancienne. Mais j'ai pas visité ça. Va falloir Oui, il revenir. va falloir- Exactement. Voilà. Non, il y a une grande cave dans une salle voûtée dans l'ancienne salle d'armes et qui est fantastique. Et que vous avez déjà commencé à remplir? Exactement. Mais vous savez, il faut du temps, il faut des années pour se faire une belle cave. Oui, c'est pour ça que je Et pose la question. on a une centaine de références. Mhm. Ce qui est déjà bien. Ouais, c'est bien. Ah, très Très bien. bon début. C'est hein. chouette et on a des belles étiquettes. Mhm. Ouais, donc c'est bien. Alors, mon cher Valentin Desrodeaux, nous avons beaucoup parlé du château du Maréchal de Saxe. Pour ceux qui voudraient y aller, les jours d'ouverture, il nous reste 2 minutes. Alors Oui, les jours de notez. fermeture, c'est du mardi
Au samedi soir, les jours de fermeture, c'est le dimanche, lundi. Quand le pavillon sera ouvert, il y aura toujours un des 2 restaurants ouverts. Donc ça, c'est important. Ça se Il trouve ouvre à partir de... dans 2 Pavillon. mois et demi. Dans D'accord. 10 semaines, ouais. Oui, pour le printemps. Exactement. Très bien, c'est parfait. Mhm. Voilà. On pourra faire encore une blanquette, Laurent. Voilà, absolument. Et qu'est-ce que l'on retrouve au menu actuellement? Alors, on peut peut-être donner d'ailleurs le prix du menu qui est très raisonnable. Alors, il y a un menu du midi pour un restaurant gastronomique. Nous sommes à 75 €. Entrée, plat, dessert. Le soir, on est à 120 €. Oui, Et puis, donc, vous vivez l'expérience dans la galerie. oui. Et puis, ensuite, Avec une vous vue avez magnifique. une carte très abordable avec des jolis plats. Qu'est-ce qu'on retrouve parmi vos plats? Vous l'avez demandé tout à l'heure. Oui, bah justement, faites-nous saliver. On a de la Saint-Jacques. Oui, ça après. On mais a en du plus- veau fermier. On a des volailles. Non, non, on mais a en beaucoup plat, de en plat. C'est-à-dire les plats. Ça va On être a du veau fermier qui vont avec, que vous allez travailler comment? en Rossini, Oui. avec de la truite noire du Ah oui, Périgord. d'accord. C'est merveilleux. Ah, ça c'est original, d'accord. Exactement, c'est fantastique. Ouais. On a du bar. Ok, vous allez On a de travailler. la langoustine. Qu'est-ce que vous allez faire avec le bar? Le bar, on fait une raviole, aux truffes. Ah oui, Ouais. beaucoup de truffes en ce Beaucoup de moment. truffes. D'accord. Elle est C'est la sublime. saison. Oui, Ouais, en pleine saison. d'accord. Les truffes noires du Périgord. Ensuite, on a un poêlon de légumes confits, on a de la langoustine et on a de la volaille. Très bien. Qui va être travaillé de quelle façon? Avec des légumes racines. Très bien. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Valentin René Rodeau. Merci À très beaucoup. bientôt. Donc, Avec plaisir. au Merci château beaucoup du pour votre Maréchal de invitation. Saxe. À très bientôt. Et merci beaucoup, Sarah. Ah, merci à vous. À très bientôt. Et merci aussi à la technique. À bientôt autour d'une table. Merci, chers auditeurs. À bientôt. Merci de votre fidélité.